Salam alaikum Azoul, bonsoir. La visite d'État est considérée comme étant le contact officiel le plus élevé et le plus important entre deux nations, à travers leurs deux chefs d'État. Or, cette visite de Macron en Algérie, prévue pour être une visite d'État, a été transformée, après des semaines de tractations byzantines, en visite d'amitié et de travail. La question est pourquoi? Pourquoi une visite d'État a-t-elle été transformée en visite d'amitié et de travail? Pourquoi? Parce que le chef d'État français ne pourra pas être accueilli à sa descente d'avion par le chef d'État algérien, ni être accompagné de lui lors de ses déplacements, parce que les deux chefs d'État ne pourront pas vraiment parler dans le sens vrai du verbe, parce que le président Macron ne pourra pas avoir d'interlocuteur de son rang, parce que le président français connaît le véritable état de santé de son homologue algérien. Est-ce aussi parce qu'il ne veut pas compromettre son pays dans une connivence qui pourrait lui être reprochée plus tard, comme on reproche aujourd'hui à François Hollande sa désormais fameuse alacrité? Macron est donc parti à Alger et Macron va quitter Alger dans un petit moment. Cela a pris quelques heures, autant dire une visite de pure forme, peut-être un peu pour rassurer un régime qui sent qu'il ne jouit pas de la même sollicitude et de la même aile protectrice que du temps de M. Hollande. Qu'à cela ne tienne, a dû se dire M. Macron. Une petite visite s'imposait donc, qui était devenue incontournable, surtout depuis la visite personnelle de Macron et de son épouse au Maroc, qui avait très sérieusement agacé, voire inquiété, le régime algérien qui voyait d'un très mauvais œil les relations, semble-t-il, privilégiées qui se nouaient entre le président français et le souverain marocain. Mais la bonne volonté a des limites. Et comme la visite d'État attendue est trop lourde, trop contraignante, qu'elle nécessitait la présence du président français pendant plusieurs jours, avec un programme de déplacement à l'intérieur du pays, accompagné du chef de l'État algérien, ce qui n'est pas possible, et ce qui s'est avéré impossible. Alors, donc, M. Macron opta pour une virée un peu moins lourde, une virée qui se fait gentiment appeler visite de travail et d'amitié. Une promenade de santé de quelques heures avec bain de foule au centre d'Alger et quelques échanges avec les gens. Le régime algérien n'avait pas trop le choix, il faut dire. Alors, il a fait avec ce qu'il y avait, en prenant quelques précautions néanmoins. C'est ainsi que des milliers de fonctionnaires ont été sollicités pour se rendre sur les lieux et applaudir le président français. Pompiers, gendarmes, policiers, tous en civil, ont ainsi été mobilisés pour aller faire la claque. Les femmes n'ont pas été en reste. Des fonctionnaires dames et membres des services de sécurité, mais aussi d'organismes divers proches du pouvoir, ont été invités à venir en hayek, voile traditionnel algérois, et à lancer des you-you. Sur certaines places du centre d'Alger, comme la place Odin, des camions ont déversé très tôt ce matin du gazon fraîchement coupé sur des ronds-points et sur des places, du gazon ramené d'ailleurs, où on a piqué des fleurs en tout genre pour faire croire qu'Alger était une ville fleurie. Du bricolage destiné à donner d'Alger l'image d'une ville où il fait bon vivre. Sauf que, malgré tous leurs efforts et toutes leurs précautions, des jeunes sont venus crier « Visa, visa, donnez-nous des visas ». D'autres sont venus défiler
au cri de Macron dehors. Ils ont été tout aussitôt embarqués. Puis, le grand événement, tellement attendu, M. Macron qui rencontre M. Bouteflika. Mais en véritable aparté, si je peux dire, puisque la presse n'a pas été admise, semble-t-il, nous le vérifierons plus tard, à filmer la moindre image, si ce n'est l'équipe qui relève directement de M. Saïd Bouteflika, une équipe qu'il contrôle, dont il contrôle les images, image par image, et où on évite très soigneusement les images en gros plan, telles que celles qui ont été prises lors de la visite de M. Valls. Et donc, il semble que ce moment de grande intensité, entre guillemets, se soit passé à huis clos. Et nous attendons donc que l'alacrité du président Bouteflika s'exprime en plein jour à l'acrité que rapportera peut-être M. Macron. Pour le moment, nous sommes encore sur notre faim. Bouteflika ne s'est vraisemblablement pas exprimé du tout. Et nous verrons si, à l'instar de son prédécesseur, M. Macron nous dira qu'il a discuté pendant plus de 2 heures avec le président algérien de sujets très complexes qui ont montré que M. Bouteflika est le vrai président et que c'est lui qui dirige, etc., etc. Et puis, viendra le moment du départ du président français, qui doit avoir lieu dans quelques heures à tout casser. Les Algériens l'ont donc vu à leur télé, ou en vrai, pour ceux qui sont déplacés, ou ceux qui ont été convoqués à y aller. Pauvres Algériens qui ne savent plus rien de leur propre président, qui ne le voient plus qu'à la télé, dans des simagrées montés de toutes pièces, qui ne l'entendent plus, à qui il ne parle plus, mais à qui on dit qu'il est très loquace quand il doit s'adresser au chef d'État étranger. Aujourd'hui. HuffPost. Pourquoi Emmanuel Macron n'effectue finalement pas une visite d'État en Algérie? Par Romain Herreros. Le Monde. À Alger, Macron veut s'adresser aux jeunes, la cible est la bonne. Par Sylvie Kaufmann. Algérie part. Déblocage des visas des journalistes français, Macron intervient personnellement pour convaincre Alger. Par Abdou Semar. Macron à Alger, quelle lecture? Et donc avec nous pour en parler, j'aurai au téléphone Farhat Aïtali, expert financier, qui nous parlera depuis Alger au téléphone. Sofiane Gilali, présidente de Gil Jadid, au téléphone aussi depuis Alger. Sami Ousseddiq, coordinateur général d'Iptikar, qui nous parlera lui aussi depuis Alger. Et nous aurons vers la moitié de l'émission Karim Kebir, journaliste, qui viendra nous dire un peu ce qu'il en est, ce qui s'est passé, puisqu'il se trouve en ce moment même à la conférence animée par M. Macron. Farhat Aïtali, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on vous entend bien. Le téléphone est très audible. Ben, très bien. Alors, Farhat Aïtali, Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, a déclaré ceci, je le cite: « Je considère que pour la France, l'Algérie est un partenaire économique majeur. Nous avons 500 entreprises implantées en Algérie qui emploient 40 000 salariés directs et près de 100 000 salariés indirects. Comme nous sommes ici pour nous dire les choses avec franchise, je considère que la tendance n'est pas bonne. Avec mon ami Youssef Youssoui, nous sommes décidés à inverser cette tendance. Les chiffres sont sans appel. Notre part de marché est passée de 24% en 2000 à 10% aujourd'hui. Nous devons absolument redresser la barre. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration avant que nous n'en arrivions à la visite proprement dite?
À propos de la déclaration de M. Le Maire, il avait aussi dit que la France devait reprendre les choses en main en Algérie. Ceci est une formule malencontreuse en termes politiques parce que reprendre les choses en main, ça veut dire que quelque chose vous a échappé dans une sorte de chasse gardée. Et là, ce n'est pas le cas, du moins pour l'Algérie, du moins et c'est ce que pense quand même la majorité des 40 millions d'Algériens, jusqu'à preuve du contraire. S'il y a quelqu'un qui veut reprendre la main en Algérie, c'est bien les Algériens. Et quand je dis les Algériens, je parle de la population. Oui. Mais manifestement, tout le monde veut reprendre la main chez nous, sauf nous-mêmes. Ceci dit, en ce qui concerne les fameux 40 000 emplois directs, moi je peux lui disséquer à M. le maire par entreprise. Ce n'est pas des emplois cadeaux, c'est des emplois extrêmement coûteux pour la balance de vie algérienne et aussi pour l'économie algérienne. C'est des emplois qui sont en général créés dans des entreprises de services. Cela va des banques jusqu'aux assurances, jusqu'à la CMA-CGM qui s'est drôlement bien engraissée en matière de services sur les consignations et les surestaries après la disparition de la CNAN, quand même une disparition que je dirais a été planifiée quelque part depuis quand même plus de 20 ans que la CNAN n'assure plus son rôle de transporteur national au profit presque exclusif justement de CMA-CGM. Donc les emplois de M. le maire ne sont pas là pour qu'il nous les facture à sa manière et selon les prix qu'il estime justes et équitables pour la France. Mais ils sont là justement normalement pour justifier ce que le marché français a profité pratiquement du marché algérien, ce que l'économie française a pu tirer du marché algérien qui est devenu quasiment captif des importations et auquel justement la démarche française a tout fait pour le maintenir en marché captif et improductif. Nous voulons construire une économie, pas créer des entreprises bidons, et pas aussi créer des emplois qui ne durent que le temps que les devises nécessaires justement à leur pérennité ne se tarissent. Parce que le jour où il n'y aura plus de devises pour importer, je doute fort que ces 500 entreprises ou 40 000 emplois soient pérennisés à crédit ou en cadeau. Mais, Farhat Aidali, pourquoi, pour tout ce qui concerne l'Algérie, la France est-elle frappée de cette incapacité à n'avoir de vision que celle qui ne soit qu'à courte vue? Pourquoi, jusque-là, malgré les formidables possibilités et les intérêts communs, la France s'est-elle toujours confinée à un strict soutien du régime algérien contre son propre peuple pour de bien fallacieuses raisons d'État par ailleurs? En tout état de cause, la France n'a strictement aucun devoir envers les Algériens et elle n'a pas à prendre position envers les Algériens, que ce soit le régime ou la population algérienne. Là, je ne vais pas demander à la France et à n'importe quel autre pays de prendre une position dans ce qu'on pourrait qualifier de contentieux ou conflit interne. Ils viennent pour gérer leurs intérêts, c'est tout à fait normal. La manière dont ils gèrent leurs intérêts, qui consiste à essayer de gratouiller le maximum de prébendes en pensant que non seulement c'est un marché captif, mais c'est un marché qui n'est pas durable. Ça aussi n'est pas uniquement dû aux parties étrangères, il est dû aussi à la partie algérienne. Vous savez, quand vous allez négocier une affaire dans un pays ou essayer d'avancer économiquement dans un pays, votre réaction, elle est tributaire de la réaction de la partie d'en face. Si en face, vous ne trouvez pas des gens qui ont un plan économique, qui ont une volonté de construire une économie et un pays, des gens avec une gouvernance erratique, vous faites quoi au juste? Vous allez entrer, vous allez essayer de les redresser ou de leur montrer le droit chemin. Non, vous essayez de tirer votre épingle du jeu et de prendre le maximum de parts avant que le puits ne se tarisse. De toute façon, je ne pense pas que les Français aient fait pire ou mieux que tous les autres partenaires de l'Algérie, qui, même ceux qui sont venus initialement avec l'idée de faire de la véritable économie et de la bonne volonté, mais dès qu'ils ont rencontré les vis-à-vis locaux, ils ont vite compris qu'on ne faisait pas d'économie en Algérie, qu'on faisait des affaires en Algérie. Restez avec nous, Farhat Aidali. Sofiane Djilali, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi.
Alors, Sofiane Gileli, d'abord, que pensez-vous de ce qui était supposé être une visite d'État ait été transformé en visite d'amitié et de travail? C'est dû à quoi? Oh, je crois que vous l'avez bien présenté dès le début de l'émission. La visite d'État aurait signifié une présence significative du président de la République algérienne. Or, comme ce n'est pas le cas, c'est déjà, je pense, un gros effort de la part d'Emmanuel Macron que d'accepter de venir faire semblant de voir son vis-à-vis et d'une manière ou d'une autre apporter une forme de soutien formel au régime algérien. Mais il a été reçu par le président du Sénat et la rencontre avec Bouteflika s'est faite sans la presse. Ça veut dire que ce régime ne se cache même plus, il ne cache même plus ses tares et il reconnaît de facto que le chef d'État n'est pas dans l'état de pouvoir recevoir des chefs d'État, ni d'aller les recevoir, ni de parler avec eux. Alors on le lui fait recevoir en cachette, en catimini. C'est exactement cela. Il n'y a plus de limite maintenant à la forfaiture. Il y a un président de la République formel. On veut faire croire aux Algériens qu'il est toujours là, qu'il dirige, qu'il réfléchit, qu'il prend des décisions, qu'il gomme, qu'il dégomme. Or, de tout ça, il n'y en a rien du tout. Voilà, il faut qu'il fasse des formes dans lesquelles on fait passer l'idée aux Algériens que le président est toujours là. Mais tout ça n'est que de la comédie. Et vous pensez que Macron va jouer le même rôle que Hollande quand il n'était venu à Alger pour quelques heures aussi, que juste pour dire à la presse qu'il avait rencontré le président Bouteflika pendant 2 heures, qu'ils ont discuté de sujets très complexes. Et c'était là où il avait prononcé le fameux mot alacrité, ce président qui jouit d'une alacrité rare, et que rares étaient les chefs d'État comme lui qui pouvaient embrasser la sécurité et la situation du monde entier avec une telle finesse. Est-ce que Macron va jouer la même comédie? J'espère que non, d'autant plus que Macron est de la nouvelle génération, il voit bien l'avenir, comment il le construit pour son pays, et je ne pense pas qu'il ferait un mauvais pas de mauvais goût. Mais justement, Sofiane Gileli, vous n'avez pas été choqué par cette grosse différence d'âge entre les présidents français et algériens, et pas seulement les présidents, quasiment tout le personnel politique et militaire? Pourquoi l'Algérie, un pays dont la population est majoritairement jeune, est-elle dirigée par des ancêtres, alors que la France, dont la population majoritaire est d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, est-elle gouvernée par des gens relativement jeunes? Ça ne vous choque pas, Sofiane Gileli? Je crois que c'était la première image qui est venue à la tête des Algériens lorsque Emmanuel Macron a été élu à même pas 40 ans, à 39 ans. Tout le monde a fait la comparaison et ça saute aux yeux à l'évidence. Mais la France est un pays, d'abord un état de droit, un pays démocratique qui est stabilisé et puis qui met en place un système de dynamisme intérieur pour ne pas bloquer la situation. Ils savent très bien que les générations doivent se renouveler et que ce renouvellement doit se faire sans soubresaut, sans à-coups. Comparativement, notre régime, lui, est complètement sclérosé. Il est tenu de main de fer depuis maintenant plus de 50 ans par j'allais dire une aristocratie ou une kleptocratie maintenant, qui n'a cure des formes. Elle est là depuis le déluge et elle ne veut pas s'en aller, bien entendu. Donc tout le décalage est là. C'est ce contraste-là qui frappe les Algériens. Un peuple jeune, plein de vie, plein de vitalité, plein d'ambition, mais malheureusement mené par des hommes complètement dépassés, qui ont une mentalité des années 40 et des années 50, qui ne comprennent rien à ce qui se passe, mais qui ne veulent pas lâcher le trône. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Sami Oussaddiq, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Si Jamal. Merci. Alors, Sami Oussaddiq, vous êtes à la tête, vous êtes le coordinateur général d'Ibtikar, une initiative de réflexion et d'action
et qui est composé d'hommes et de femmes des deux rives. Et justement, ça tombe à pic. Ce genre d'initiative a-t-il vocation d'entrer dans une vision pour une nouvelle forme de coopération entre société et gouvernement des deux pays, de la France, de l'Algérie, entre autres de vos objectifs, bien sûr? Écoutez, tout d'abord, je veux juste peut-être préciser quelque chose. Nous ne sommes pas des deux rives, nous sommes des Algériens d'un peu partout, pour que ça ne prête pas à confusion. D'accord, ça veut dire des Algériens de la diaspora, surtout? Entre autres, bien que le terme de diaspora ne me semble pas le plus approprié. Nous sommes ancrés en Algérie. Nous utilisons toute l'intelligence algérienne, où qu'elle soit. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous utilisons, je dirais, comme un de nos plus grands outils, sont tout ce qui est applicatif et plateforme numérique. Parce qu'effectivement, vous avez parlé de ce nouveau monde qui se met en place. Il est temps aussi, pour nous, de changer effectivement de personnel politique, mais au-delà du personnel politique, ce qui est important, c'est pouvoir de changer de système. Parce que la jeunesse, effectivement, du président Macron, il illustre effectivement une différence avec notre personnel politique moyen, mais il faut se méfier aussi de ceux, même à l'intérieur de nos systèmes, qui veulent faire du vieux avec des jeunes. Ça veut dire qu'il y a des jeunes aussi dans le système, mais qui sont aussi vieux que nos vieux. Et le problème, c'est la reproduction de ce système. Ce que nous voulons faire, nous, c'est apporter une alternative différente, autant dans les méthodes que dans les objectifs. Mais Sami Osseddek, maintenant, nous allons entrer un peu dans le vif du sujet. C'est un secret de polichinelle en Algérie que l'État français, ou du moins certains milieux français, particulièrement certains lobbyistes, soutiennent inconditionnellement le régime algérien. En termes clairs, comment pourriez-vous, des gens comme vous qui activent, qui sont dans la société civile, comment pourriez-vous convaincre les Français, entre autres, qu'il n'est de l'intérêt de personne de continuer à soutenir un tel régime prédateur? Écoutez, l'horizon indépassable des politiques, l'éternité, c'est 5 ans. Dès lors où un régime qui défend ses intérêts, un pays, pardon, qui défend ses intérêts, bien compris, arrive face à un voisin, parce qu'il faut parler de la géographie, l'Algérie est pas loin, nous sommes liés par des flux financiers, mais également par des populations, par un passé commun, mais aussi une forme, je dirais, d'avenir commun, compte tenu de ces liens-là. Aujourd'hui, les dirigeants français, puisque vous les citez, les décideurs français, regardent ça à travers 2 critères. Un, le critère de la stabilité politique et sécuritaire. Le régime, ces dernières années, en matière de sécurité, a pu la stabiliser. Du point de vue économique, jusqu'à une période récente, mal an, bon an, les Français nous vendaient, je préfère ça à ces termes-là plutôt qu'à dire une relation économique, les Français nous vendaient au minimum 20% de nos importations, au maximum 25-26. Ça veut dire qu'ils avaient un marché totalement captif. Dès lors où ce pays-là, ou n'importe quel pays se trouve dans cette position-là, il ne peut que soutenir le régime en place. C'est de la réelle politique. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Et j'espère qu'effectivement, le régime français, le pouvoir français se rendra compte que ses intérêts à venir ne sont pas aujourd'hui garantis par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Algérie. Je pense que nous allons rentrer dans une nouvelle phase. Et permettez-moi de vous dire que pour ma part, je suis convaincu que jusqu'il y a très très peu, l'Algérie n'était pas dans les priorités du président français Emmanuel Macron. Ceci dit, du point de vue international, nous assistons aujourd'hui à la fermeture de la séquence syrienne, du point de vue européen, à savoir, il est considéré en Occident que la question de Daesh en Syrie est aujourd'hui terminée. Donc, on va pouvoir mieux gérer les flux de population qui viennent de cette région. Aujourd'hui, la grande peur qui est en train d'arriver dans la société française, on la voit à travers la presse, mais on la voit également à travers les gouvernants qui informellement en parlent souvent, c'est la possibilité aujourd'hui véritablement de nouveaux événements en Algérie qui amèneraient le flot de population. Donc il va y avoir, de mon point de vue,
dans quelques mois, ou même avant, un rééquilibrage, ou du moins un réajustement, plus précisément, de la vision française des relations qu'ils doivent entretenir avec le pouvoir algérien. Mais en termes plus clairs, quel genre de rééquilibrage? Ne plus soutenir ce régime, ne plus soutenir un éventuel 5e mandat, aller vers de vraies élections présidentielles, aller vers une vraie transition démocratique? Alors, attendez, là vous demandez trop à n'importe quel pays. Je pense que d'abord ces questions sont des questions algériennes. Si nous, en Algérie, nous ne sommes pas capables de pouvoir dire non à un 5e mandat, de pouvoir nous organiser, nous ne pouvons pas attendre ça d'une puissance étrangère. Il faut être bien clair. Je pense que parfois, dans nos raisonnements, nous donnons une position centrale à la France sur, un comparatif fait qu'à un certain moment, il faut savoir ce que nous devons faire en Algérie. Et ce n'est pas le cas, Sami Oussedek, ce n'est pas le cas. La France n'a-t-elle pas un rôle central pour ce qui est des affaires algériennes et algéro-algériennes? Ce que je veux vous dire, c'est que nous devons prendre également, en tant que citoyens, bien évidemment, nos responsabilités. À savoir qu'effectivement, le 5e mandat ou la situation aujourd'hui, il faut pouvoir nous s'organiser pour peser. Ce n'est pas à une puissance étrangère de décider s'il y a une alternative ou construire une autre alternative. C'est très simple. S'il n'y a pas d'autre alternative claire, qui convienne, les gens ne vous soutiendront pas, quelle que soit l'autre puissance. Restez avec nous, Sami Oussedek. Restez avec nous. Quelques images et nous allons revenir à nos invités. Nous sommes un seul peuple, le peuple français, le peuple algérien. Et vraiment, on est heureux de vous recevoir. Merci pour votre gentillesse. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Comment vous voyez l'Algérie? Merci. Merci, mesdames. Attendez, On est vraiment heureux de vous voir. c'est moi qui le tiens. Merci à vous. Monsieur le Président, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Et on n'est pas vos ennemis, au contraire. Mais je sais bien, Nous moi. sommes, Vous savez. nous sommes un seul peuple, le peuple français, le peuple algérien. وفي شارع le candidat Macron, le président, concernant le dossier de la mémoire. Mais je suis le même homme. Hein. Je suis pas quelqu'un qui est incohérent. Donc c'est la même personne qui vous parle. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Venez. Mais pour Christian? Farhat Taïtali, que pensez-vous? Ah, nous venons de perdre Farhat Taïtali. Sofiane Djilali, pour en revenir à la visite de M. Macron, qu'est-ce que vous en pensez? Que voulez-vous que je vous dise? Emmanuel Macron est président de la République française, il travaille pour les intérêts de son pays, il veut installer son pays dans les marchés disponibles, il y a un pays à prendre, c'est un pays sans président, il est venu marcher dans les rues d'Alger et au final, il était le seul président à Alger et on a vu quelques citoyens, quel que soit le sentiment qu'on puisse éprouver en les écoutant, et on peut être parfois choqué, mais voilà, quelqu'un qui lui a dit qu'on était un même peuple, donc on a un seul président. Sofiane Djilali, dans une interview que M. Macron a donnée à TSA, il a dit qu'il était disposé à restituer les crânes, les fameux crânes des Acha qui sont dans le musée de l'Homme au Trocadéro. Nous allons voir quelques images et je reviens à vous. Justement, au-delà de la repentance, il n'y a pas chez moi de repentance. Oui. Je vais aller au bout du raisonnement. Il y a un espace, celui de la reconnaissance mutuelle, qui n'est ni le déni, ni la repentance. Et le piège, c'est de rester dans le déni, de ne jamais en parler, ou d'être dans la repentance permanente, c'est de ne jamais en sortir. Et je crois que le cœur de notre relation, c'est de reconnaître ce qui a été fait, de bien comme de mal. Et j'ai reconnu avec beaucoup de force le mal qui avait été fait,
Et je souhaite qu'on ravive d'ailleurs la relation et tout le travail mémoriel entre nos deux pays, que la restitution des crânes soit décidée. Je la déciderai, j'y suis prêt. Et que des gestes symboliques puissent aller en cette direction. Mais nous sommes sur une place ici symbolique, dans cette librairie, celle d'un héros du peuple algérien, qui s'est battu contre la France. Sofiane Gilali, donc, il parle, il dit qu'il doit y avoir une reconnaissance mutuelle. Ni repentance, ni déni. Et dans la même foulée, il donc soulève ce problème des crânes. Il faut rappeler qu'il n'a jamais été revendiqué par l'État algérien. C'est juste la société civile algérienne qui essaye de se mobiliser. Nous devons d'ailleurs faire une émission sur ce sujet dans quelques jours avec Brahim Snoussi. Et donc, il lui-même propose de restituer les crânes des Acha, entre autres. Oui, absolument. Tout le monde sait que le régime algérien ne cherche pas du tout à entrer en confrontation avec l'État français. Il y a un discours qu'on envoie à la population parce que depuis toujours, le régime algérien s'est montré plus nationaliste que tout le monde et qu'il veut monopoliser cette dimension-là. Il veut, par la légitimité révolutionnaire, par l'engouement supposé des Algériens par rapport à leur histoire. Mais au fond, vous savez combien de ministres des anciens moudjahidines algériens résident en France. On l'a vu, l'un des ministres précédents, la photo de sa carte de résidence circule dans les réseaux sociaux. Cela prouve complètement quel est le sentiment réel de nos dirigeants. Je crois que pour eux, l'histoire ou les crânes de ces révolutionnaires qui sont exposés dans le musée de l'homme du Trocadéro, tout ça c'est secondaire, ça ne les concerne pas. Ce qui les importe, c'est d'être sûr que leur compte en banque est bien protégé, que les accords concernant la justice des deux pays ne permettent pas aux citoyens algériens de poursuivre pour quelque fait que ce soit les dirigeants ailleurs qu'en Algérie. Et voilà, ils recherchent une protection pour eux-mêmes. C'est tout ce qui les arrange et qui les intéresse. Restez avec nous. Farhat Ait Ali, sur le même thème de récupération, de manipulation de la mémoire, vous savez très bien qu'en Algérie, le régime s'est toujours servi du combat libérateur, des chouhada, des vrais combattants, des vrais moudjahidines, pour se les mettre de son côté, pour asseoir sa légitimité. Et ça fait longtemps que ça dure, jusqu'à des jeunes qui sont nés après l'indépendance, bien après l'indépendance, qui continuent donc de se situer dans cette logique mémorielle. D'après vous, est-ce que la personne de M. Macron et de ce qu'il avait annoncé avant son élection en termes de reconnaissance de ce qui a été commis contre les Algériens par le colonialisme pourrait enfin mettre les choses à plat et permettre à ces deux peuples de repartir sur le bon pied? Écoutez, franchement, moi, je ne suis pas client de ces querelles de mémoire. Pour moi, je considère que le colonialisme a été un drame dans l'histoire de mon peuple, qu'il a été une agression délibérée contre les miens. Ceci dit, je considère que la guerre de libération était une guerre qui mérite un peu plus que des pleurnicheries et beaucoup plus que de réclamer à l'adversaire d'hier de reconnaître ses torts, parce que son tort était d'avoir débarqué ici. Donc tout ce qui s'est passé après est dans la suite logique des choses. Moi je considère que les accords d'Évian avaient politiquement définitivement clos ce dossier, mais qui ne l'ont pas clos mémoriellement et historiquement. Ceci dit, on ne peut pas d'un côté comme de l'autre jouer sur la mémoire commune qui est pratiquement dramatique pour gérer des relations autres qu'historiques, des relations politiques, des relations d'intérêt, et je dirais même des fois des relations peu avouables. Parce qu'il est difficile quand même d'admettre que depuis 1962 à aujourd'hui, beaucoup de partis qui ont des intérêts intimement liés personnellement
avec l'Hexagone, soient les plus grands clients et les plus grands marchands de ce drame mémorial. Moi, je suis serein de ce côté-là, je n'ai aucun complexe de ce côté. Je considère que si elle était à refaire, elle sera refaite dans les mêmes conditions, mais pour les mêmes raisons, mais que utiliser et essayer de jouer sur l'affectif collectif jusqu'à la fin des temps pour se maintenir au pouvoir et finir sa carrière les pieds dans une bassine à Paris, c'est malsain du côté des responsables algériens et même aussi du côté de certains opposants qui manifestement ont d'autres programmes pour l'Algérie que de désigner éventuellement un ennemi au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud, quelque part dans le monde, histoire de se positionner, faute d'avoir un autre projet pour le pays. Avec nous, Farhat Taïtali. Je reviens à vous dans un instant. Nous allons voir ce qu'en pense M. Wild Abbas sur ce sujet mémoriel. Regardez. خرجوا من البلاد وحنا مستقلين الان يعتذر ولا ما يعتذرش ما عندها ما تزيد ولا تنقص. Samio Siddiq, sur ce sujet de la mémoire, comment faire, selon vous, pour tourner la page sans rien renier, sans rien dénier, sans rien oublier, mais aller vers demain, aller vers de nouvelles relations fondées sur de vrais intérêts bien compris des deux côtés, sans j'allais dire sans s'exploiter l'un l'autre. Comment faire pour aller vers une vraie relation, une relation saine entre deux pays vraiment souverains? Tout à fait. Alors d'abord, dans la veine de ce qui a été dit, je pense qu'il y a l'instrumentalisation, je dirais, de la guerre de libération. Je parle de l'Algérie déjà, hein, des nôtres, hein, du pouvoir comme étant une ressource, je dirais, historique et morale, hein, je dirais pour eux, premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant, parce que aujourd'hui, le président Macron, c'est un président qui est tourné vers l'avenir et qui a comme ça, la base de son électorat, je dirais, les gens qui vont de 50 jusqu'à 25. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas connu la guerre d'Algérie. Pour lui, la question mémorielle, ça ne lui pose plus de problème comme aux anciens présidents de la République française. Il veut solder cette question pour mieux discuter économiquement. Ça veut dire que la concession qu'il ferait de notre point de vue sur cette question de repentance, sera pour lui, je dirais, un moyen d'échange pour mieux asseoir les intérêts économiques français en Algérie. C'est ça, de mon point de vue. En tout cas, c'est ainsi que la question est abordée chez les Français. Ça veut dire que c'est une autre forme d'instrumentalisation. On a deux instrumentalisations de cette mémoire. Moi, je vous dirais qu'en 62, à ce que je sache, jusqu'à plus ample information, nous avons vaincu le colonialisme français, nous sommes sortis vainqueurs puisque nous étions indépendants. Alors cette question-là, effectivement, elle est importante pour notre identité nationale, hein, compte tenu de différents facteurs, mais il ne faut surtout pas, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, nous enfermer dans la revendication mémorielle et ce qui résumerait je dirais, l'essentiel de notre relation à la France. Il nous faut, nous aussi, et c'est compliqué avec une gérontocratie, parler d'avenir sur sur un pied d'égalité avec les Français. Alors, comment organiser cela? Moi, je crois que d'abord, il faudrait, aujourd'hui, nous avons, du point de vue économique, des entreprises algériennes, nous avons certains, je ne dirais pas hommes d'affaires, mais entrepreneurs, parce que là aussi il faut clarifier les choses. Nous avons également une diaspora présente qui peut constituer un socle, un véritable échange, je dirais, paritaire entre les deux pays, les classes entrepreneuriales. Ça serait déjà un premier socle. Et puis, bien évidemment, je pense que du point de vue diplomatique, là aussi, il faut qu'on ait aujourd'hui un message. Nous sommes aphones du point de vue international. Il est vrai que nous cherchons toujours à désigner des ennemis, ça a été dit par votre invité. C'est un sport national, du pouvoir ou autre. Nous avons une vision obsidionale du monde. Il faut avoir, de mon point de vue, vis-à-vis de la France et d'autres, un message beaucoup plus positif. Et il est temps pour nous de parler d'avenir.
Restez avec les nous, Français. je reviens à vous tout à l'heure. Vous aurez le mot de la fin et je vous demanderai justement de nous dire comment vous voyez cet avenir entre la France et l'Algérie. Sofiane Gilali, vous savez, l'être humain s'imprègne de tout, s'adapte à tout, quelle que soit la situation. Décidément, aujourd'hui en Algérie, les gens ont appris à accepter l'état de fait du président Bouteflika, dont tout le monde sait qu'il est dans l'incapacité la plus totale de diriger le pays. Tout le monde sait qu'il y a des gens derrière sa façade institutionnelle qui dirigent le pays en son nom. Enfin, quand je dis je dirige, j'exagère un peu. Qui pillent le pays et qui s'en servent comme si c'était leur propriété privée. Or, même les chefs d'État aujourd'hui, et pas seulement Macron, même des personnalités internationales renommées comme M. Brahimi, qui vient souvent prêter son image à la régularisation de l'image de Bouteflika. Et donc, Sofiane Gilali, comment expliquez-vous qu'on puisse s'habituer à une telle situation, que des chefs d'État comme M. Macron acceptent de jouer ce jeu d'une connivence absolument incroyable, hallucinante? C'est une véritable prise d'otage. Comment expliquez-vous que des gens puissent se commettre dans de telles attitudes? Grave question, mais juste avant, je voudrais une petite précision concernant la question mémorielle. Nous, en tant qu'Algériens, nous voyons cette question-là sous l'angle de l'Algérie qui a été colonisée. Mais pour le président de la République française, il a un problème ailleurs à régler, celui d'une communauté française d'origine algérienne, très nombreuse, lorsqu'on voit toutes ces ramifications, et qui pose aujourd'hui la deuxième et surtout la troisième génération de graves problèmes d'intégration. Cette population se trouve à la périphérie des villes, donc en zone urbaine, mais elles se sont aussi profondément à la périphérie de la société française et n'arrivent pas à s'intégrer. Donc si Emmanuel Macron aujourd'hui veut d'une façon ou d'une autre fermer le dossier de la mémoire en essayant de le faire avec le moins de dégâts possible, ce n'est pas pour les beaux yeux de l'Algérie seulement, ce n'est pas pour les contrats faramineux qu'il peut avoir, que de toutes les façons il peut avoir pour d'autres raisons. Et là, je reviendrai sur votre dernière question, mais aussi pour désamorcer un problème qui se pose dans la société française. Vous savez qu'avec 5 millions à peu près de citoyens français qui sont autour de la nationalité algérienne, d'une manière ou d'une autre, avec un dynamisme démographique beaucoup plus important que la population d'origine française, dans 15, 20 ans, 30 ans, il y aura une telle proportion de Français qui auront une origine lointaine, en tout cas une origine, en rapport avec l'Algérie et qui vont réclamer justice, qui vont réclamer pourquoi ne pas avoir été intégrés comme le reste de la société, ne pas avoir bénéficié finalement des mêmes chances de départ. Voilà, je clôt cette parenthèse. Maintenant, comment se fait-il que les Algériens acceptent? Je pense que le fait accompli est là. La majorité des Algériens ont compris que le président est totalement absent. Ils ont peur de ce qui peut arriver parce qu'ils ont très bien compris que ce régime était capable de tout pour rester et qu'au moment fatidique, chacun se tient le ventre parce qu'ils se disent ça finira dans la violence. Et de plus en plus, j'entends dans la rue, chez beaucoup de personnes, des journalistes, des personnalités politiques, tous maintenant commencent à avoir la certitude que malheureusement le régime ne finira probablement dans la violence parce qu'il n'y a aucune issue. Ils ont fermé toutes les issues, ce que les Algériens ont voulu retarder au maximum, pensant peut-être que tôt ou tard, si le président a encore un brin de conscience, qu'il allait consentir à libérer le pays, mais qu'en fin de compte, tout le monde est en otage, l'otage d'un pouvoir autocratique, autiste,
qui ne veut absolument pas écouter et voir ce qui se passe dans le réel. Donc, la population, malheureusement, est consciente, mais pour le moment paralysée, mais se prépare au pire. Quant au pouvoir, quant au pouvoir étranger, je pense que c'est tout à fait naturel. Ils prennent ce qu'ils peuvent le plus vite possible. Ils doivent se dire, les Français, si ce n'est pas nous, ce sera les Chinois. Les Chinois se disent, si ce n'est pas nous, ça sera les Américains. Et les Américains se disent, si ce n'est pas nous, c'est les Allemands, etc. Donc chacun va venir piller le plus vite possible tant que ce régime-là chancelant est demandeur de soutien de l'étranger. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Farhat Aïtali, une question dans la même veine. Qu'est-ce qui fait courir la France? Pourquoi? Quels sont donc ces intérêts que certains supposent faramineux qui poussent des chefs d'État français à se commettre dans une sorte de forfaiture en se faisant les complices de gens qui ont pris en otage un homme malade et qui dirige, qui règne en son nom? Écoutez, franchement, les chefs d'État français ne se rendent pas dans leur esprit coupable donc, de la moindre forfaiture, dans la mesure où les contestations, si elles doivent être, elles ne doivent pas être françaises. Si le régime est contesté, il doit être contesté localement. La population n'ayant pratiquement jusqu'à présent manifesté aucun refus assez ferme quand même, assez bruyant de son régime, je ne vois pas pourquoi une autre puissance étrangère va spéculer sur sa légitimité ou non. De toute façon, dans l'esprit des Occidentaux, c'est une région où la légitimité est toute relative. On n'en est pas au premier régime boiteux. Même la société elle-même, ils ne la conçoivent pas comme étant capable de sécréter quelque chose de légitime dans leur conception de la légitimité, un état de droit, un état démocratique, un état libéral. Pratiquement pour eux, une société incapable, par exemple, d'intégrer la liberté de conscience ou la liberté de penser dans le paradigme culturel est une société qui ne peut pas être gouvernée par mieux que ça. Peut-être même certains Occidentaux estiment que ce régime est une bénédiction pour cette société, dans leur vision des choses. Maintenant, ce qui fait courir tout le monde, c'est de petits intérêts, ce n'est pas des intérêts faramineux. Et il faut que les Algériens aussi relativisent leur place dans le monde économique. L'intégralité des importations algériennes de 2017 ne représente pas plus de 80% du budget de l'armée française. Le PIB français est de 2600 milliards d'euros. Il est de 3 000 milliards de dollars. Donc soyons sérieux quand on parle d'enrichir la France ou qui que ce soit. Nous n'enrichissons personne. Nous nous appauvrissons par la même occasion. Donc 9 ou 10 ou 15 milliards d'euros d'exportation vers l'Algérie de produits français, ce n'est pas de la richesse, mais il n'y a pas de petits profits dans le monde capitaliste. Pratiquement à 100 000 euros, ils font une affaire. Seulement pour ce qui est des dirigeants français, j'estime qu'ils sont imprudents dans la mesure où, évidemment, ils ne peuvent pas rater leur part du butin, mais que par rapport à tous les autres intervenants sur la scène algérienne, s'il y a bien un pays qui risque, en cas de dégâts ici, de la sentir passer, c'est bien la France. Parce que la communauté existant là-bas, et la France étant la destination numéro 1 de n'importe quel Algérien en perte de repère, ces deux phénomènes vont s'agglutiner avec comme destination un hexagone, pas un autre pays. Donc les Français feraient quand même assez attention à ne pas trop pousser le régime local dans sa fuite en avant et à ne pas l'aider maintenant de l'intervenir. Ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire, ils n'ont pas les moyens de le faire. Merci. Mais intervenir autrement, en l'aidant, en lui suggérant même d'aller plus loin dans la prédation, ça serait malsain. Merci Farhat Aïtali. Une info vient de tomber. Monsieur Macron a vraiment rencontré Monsieur Bouteflika à huis clos. Personne n'a été admis à filmer, sauf l'équipe de M. Saïd Bouteflika. Par ailleurs, le président Macron a reçu une personnalité algérienne qui n'est pas protocolaire seulement, qui est réellement effective
sur la scène politique algérienne, le président Macron a reçu le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh à la résidence Zeralda en aparté, seul à seul. Sami Ousseddiq, alors comment voyez-vous demain? Comment voyez-vous un demain meilleur? Écoutez, d'abord, si vous permettez, je pense qu'il nous faut avoir une vision réaliste des rapports entre deux États. Il n'y a pas de morale en politique internationale. Hein. Il n'y a que de l'efficacité et de la défense des intérêts. Je crois qu'il y a un préalable à des relations équilibrées. C'est d'abord d'avoir nous-mêmes des dirigeants qui défendent les intérêts collectifs des Algériens et non pas quelques intérêts privés qui les concernent. Parce que chez nous, bien souvent, on arrive à faire confondre au peuple la défense des intérêts de certains avec la défense des intérêts de tous. Je crois que ça serait déjà le préalable d'avoir des gens qui défendent les intérêts de notre pays, qui les défendent véritablement sur le terrain et dans des relations. Le partenaire, qu'il soit français ou autre, est un partenaire en règle générale, un partenaire rationnel. Ça veut dire qu'il peut appréhender le rapport qu'il peut avoir avec vous et il sait jusqu'où il peut aller. Aujourd'hui, et ce que vous venez de dire est très intéressant, puisque le président Macron reçoit le chef d'état-major. Ça veut bien dire que la première question qui se pose à au président Macron, est une question sécuritaire. J'ai abordé tout à l'heure le fait qu'il y avait une fermeture de la séquence syrienne et qu'aujourd'hui, ça se lit dans les médias, l'Algérie est au-delà d'une question, elle est appréhendée comme un problème qui va arriver. Un problème qui va arriver rapidement. Alors aujourd'hui, pour nous, si on veut véritablement nouer de véritables relations avec, je dirais, la France et des relations équilibrées, parce qu'il y a des relations, les rééquilibrer demanderaient, premièrement, un pouvoir qui défend nos intérêts, deuxièmement, nous-mêmes, d'être capables d'identifier quels sont nos intérêts et aussi compter sur les Algériens qui résident à l'étranger. Je ne dirais pas comme les autres, les émigrés, mais les Algériens qui résident à l'étranger. Parce que c'est un pont entre nos deux nations. Il y a des gens en France, puisque nous parlons de la France, qui aujourd'hui sont des entrepreneurs, qui sont des chercheurs, qui sont une véritable élite, qui peuvent être ce lien entre la France et l'Algérie. Quant aux relations, je dirais, de commerce entre l'Algérie, parce que tout à l'heure vous avez cité le ministre français de l'économie, c'est pas en vain qu'il a dit notre part de marché. Il n'a pas parlé d'investissement. Tant que nous ne dirons pas clairement que nous n'achèterons plus tout en l'état au pays, que ce soit la France ou aux autres, mais qu'ils viennent véritablement investir chez nous puisqu'il n'y a pas d'autre chemin, tant que le commerce extérieur enrichit certains au détriment de tout le monde, il est difficile de penser à des relations équilibrées. Je pense que c'est à nous d'abord de définir tout ça et de rééquilibrer véritablement ces relations. Merci Sami Ousseddiq, je suis obligé de vous interrompre, nous avons débordé un peu du temps de l'émission, mais j'espère que nous aurons d'autres occasions. Sami Ousseddiq, Farhat Aïtali, Sofiane Djilali, à vous trois, merci beaucoup. Dommage que nous n'ayons pas pu contacter Karim Kebir pour qu'il nous donne un peu ce qui se passe à Alger en ce moment avec M. Macron. Merci à vous.